Rebonjour. Mesdames et messieurs, chers collègues, il y a corps lorsqu'un organisme vivant incorpore l'organe du langage, dit Lacan. C'est que l'ordre symbolique n'est pas constitué par l'homme, mais le constitue. Que se passe-t-il au moment de la constitution subjective qui inhibe, bloque la constitution du corps? Les intervenants de la deuxième séance, intitulée « Le corps au pied de la lettre », séance qui va être très riche au niveau théorique comme au niveau praxis, vont nous parler de la problématique du père symbolique, de l'absence du père, du passage difficile vers le symbolique, et ce qui en résulte une fixation ou gélification dans le miroir. Patrick Barillot, psychiatre, psychanalyste, enseignant au Collège psychanalytique de Paris, membre du Forum libanais. On est toujours très content de vous recevoir, c'est votre 4e fois, mais cette fois-ci, il y a beaucoup d'émotions parce que vous faites partie du Forum. Ce qui s'écrit du corps parlant. Ce qui s'écrit du corps parlant, ce qui s'écrit porte une connotation de temps, convoque un autre temps, nous dit Colette Soler. On est dans un temps différent qui produit une image, celle du ravinement des traces dans le réel. Donc, qu'est-ce qui reste à interpréter? Vous nous dites le dire de la demande. Je vous laisse le soin de nous clarifier sur cette question de la demande et quel temps convoque ce qui serait. À vous la parole. C'est bon, ça passe. Donc le titre de mon intervention, c'est ce qui s'écrit du corps parlant. Alors, il y a eu beaucoup de mal à ce que ça passe à l'affiche, parce que c'est difficile à entendre. Il y a 2 thèses dans ce titre que je vais expliciter et illustrer. Alors que le corps parle peut à première vue nous sembler une idée assez banale. Nous sommes habitués à entendre que le corps s'exprime, qu'il existe un langage du corps. Certains en font même profession d'étudier ce que dit le corps du sujet, selon les postures qu'il peut prendre. Mais la question que qui est la question pour la psychanalyse, est de savoir quelle langue parle-t-il. Quand à la suite de Lacan, nous disons que le corps parle, c'est en référence au fait que le corps parle la langue de l'inconscient. Et nous disons même plus, quand l'inconscient parle, il parle avec le corps, avec les moyens du corps et par son symptôme. Freud avait découvert l'incidence du langage sur le corps avec le symptôme hystérique en particulier. Lacan, suivant Freud, définit le symptôme comme une métaphore langagière, opérant par substitution signifiante, et montre comment la psychanalyse, en opérant avec le langage par le déchiffrage de la chaîne signifiante, permet de lever le symptôme hystérique, considéré comme un message en attente de son lecteur et interprète. Alors, pendant une grande partie de son enseignement, Lacan nous a habitués à dire que le corps n'était pas vivant, que c'était un désert de jouissance, avec quelques oasis de jouissance, que sont les zones érogènes. Les pulsions partielles qu'il a pu définir, que Lacan a définies comme l'écho dans le corps du fait qu'il y a un dire, organisent cette jouissance fixée sur les orifices de la surface du corps imaginaire, que le dire de la demande de l'autre a érotisé. Le dire de la demande de l'autre, c'est simple, c'est la demande de propreté, de manger,
s'alimenter, qui transforme les besoins du nourrisson en pulsions, à condition que l'enfant accepte d'en passer par la parole pour exprimer ses besoins. C'est une opération majeure sur le vivant qui permet l'entrée du sujet dans le réel. L'entrée du sujet dans le réel, ça veut dire l'apparition même du sujet. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un sujet, il faut qu'il y ait un parlant. Et qui s'opère par une soustraction de jouissance, par une perte de vie. C'est la thèse du langage comme opérateur qui transforme le nourrisson en animal humain en produisant un corps mortifié qui ne garde de la jouissance que ce qu'en véhicule la pulsion. Mais Lacan, allant au-delà de Freud, définit le symptôme comme un événement de corps, cela implique que le symptôme ne vient plus du langage, mais d'un événement de jouissance du corps vivant. Ce renouvellement de conception du symptôme va de pair avec un renouvellement des rapports du symbolique et du corps de jouissance, autrement dit, du réel. C'est ce qu'il appelle le réel à l'époque. Donc ce renouvellement, d'abord, procède d'un renversement des rapports de la jouissance et du symbolique. Le langage, d'abord pensé comme un opérateur affectant la jouissance du vivant, c'est ce que j'ai dit précédemment, en la négativant, en la morcelant, donc c'est l'effet castration, perte de jouissance, devient en plus l'appareil de la jouissance elle-même. Donc la nouvelle thèse à ce moment, c'est que le signifiant n'est pas de l'ordre de la substance pensante, mais de l'ordre de la substance jouissante. À cela s'ajoute la considération que le corps comme substance jouissante n'est pas subordonné au symbolique, que ce sont deux consistances autonomes. Étant deux consistances autonomes, se pose la question de leur nouage, de comment cette jouissance du corps est appareillée au symbolique. L'introduction du nœud borroméen est conditionnée par ces développements et servira à topologiser cette question du nouage de ces deux instances autonomes. Parce que le symptôme, comme événement de corps, ne se jouit pas tout seul. Il y faut la médiation du duel de l'autre, des signifiants. Pour qu'il y ait, comme il appelle, événement de corps, il faut, c'est son terme, une coalescence entre une jouissance de corps et un élément du symbolique. Donc il faut les deux. C'est ce qui lui permet de dire que le corps est le lieu de l'autre, avec un grand A. Et c'est bien parce que le corps... Non, excusez-moi. C'est bien parce que l'autre, donc l'autre du symbolique, vient s'inscrire sur le corps substantiel qu'il y a un accès à la détermination des jouissances, aux conditions de jouissance, et qu'il y a un accès dans la pratique analytique. Alors, ça, c'est une partie d'un développement, renouvellement du développement, mais il y a une thèse autre que l'on ne développe pas souvent. Donc, si le signifiant est cause de jouissance, détermine le corps dans ses modes de jouissance, il existe une thèse parallèle qui dit que le symbolique ne prend corps qu'à condition qu'il soit incorporé. Ça dit qu'il faut la jouissance du corps pour que le symbolique prenne corps lui-même, c'est-à-dire se constitue en langage. Sans cette jouissance, le symbolique ne pourrait pas se monter en langage avec sa grammaire, et il n'y aurait que l'ensemble inconsistant de la langue qui n'est pas un corps, mais une multiplicité de différences.
ça rend raison de ce qu'on peut voir chez les autistes, et particulièrement comme Bella en a parlé ce matin, qui ne sont pas entrés dans le langage. Ils ont bien un accès au symbolique, à la langue, c'est patent, mais le nouage entre le corps vivant et le symbolique ne s'est pas fait. Leur corps de jouissance n'est pas appareillé par le langage et cliniquement se traduit, comme tous ceux qui ont l'expérience de l'autisme, par des états où l'excitation corporelle, jouissance du corps, par exemple les stéréotypies, ne sont en rien fixées par le langage. Parallèlement, le mutisme de l'autiste, pour un autiste qui ne parle pas, ce non-accès au langage témoigne que la langue ne s'est pas constituée en corps du langage, du fait de l'absence d'incorporation du symbolique. Conséquemment, à ces renouvellements conceptuels, l'inconscient pour Lacan devient un savoir sans sujet et un savoir qui se jouit. Là, nous avons deux termes qui spécifient l'inconscient. Si l'inconscient peut être qualifié de savoir, c'est parce qu'on peut le déchiffrer, parce qu'il est lisible. Qu'est-ce que le déchiffrage de l'inconscient dans la pratique analytique ? Ça consiste à donner un autre sens à ce qui se dit, à faire une autre lecture de ce qui s'énonce par l'analysant. Deuxièmement, c'est le conditionnement du symbolique par le réel de la jouissance qui rend la pratique analytique possible et qui rend l'interprétation possible. Le conditionnement du symbolique par le réel. Pourquoi ? Parce que l'inconscient, n'étant plus seulement du non-su, mais du savoir joui que l'on trouve dans les associations du patient, rend possible qu'on interprète, si on considère que l'interprétation vise ce qui se jouit et pas seulement ce que ça veut dire. Alors, avec un corps qui parle la langue de l'inconscient, savoir sans sujet qui se jouit, Lacan est amené à introduire la fonction de l'écrit dans la pratique analytique. Il l'introduit pour une raison capitale qui tient à l'acte analytique. Alors, la fonction de l'écrit n'est pas une fonction facile à attraper parce qu'elle est contre-intuitive. D'abord, je précise qu'il distingue l'écrit de ce qui s'écrit dans l'analyse. Dans sa conception, l'écrit, au sens de ce qui procède de l'écriture, n'est pas à lire, au sens analytique. C'est pour cette raison qu'il peut avancer, dans sa postface au séminaire 11, que ces écrits ne sont pas à lire. Alors évidemment, quand vous tombez sur une formulation comme ça, vous vous dites « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Ces écrits ne sont pas à lire, à la différence de la transcription qui vient d'être publiée de son séminaire, donc du séminaire 11, qui, elle, se lit. Alors, pourquoi son séminaire se lit-il plus que ses écrits ? Eh bien, ça se lit parce que c'est une parole. Son séminaire, c'est une parole transcrite qui comporte un dire qui relève de l'inconscient. Dans cette postface, là je le cite, il dit « Or, ce qui se lit, c'est de ça que je parle, puisque ce que je dis est voué à l'inconscient, soit à ce qui se lit avant tout. » Alors, l'écrit de l'écriture, donc qui n'est pas une parole, relève de la lettre, et la lettre se lit littéralement. Ce n'est donc pas la même chose de lire une lettre que de lire dans la pratique analytique. Ces écrits, comme la lettre, ne sont pas à lire parce qu'il ne faut pas y chercher un sens caché, pas de déchiffrage, ce qu'on opère dans la pratique analytique. Et il dit que l'écrit ne soit pas à lire, on le savait déjà, ce qu'il ajoute dans la postface, grâce à Joyce.
Je le cite, puisqu'après tout, l'écrit comme pas à lire, c'est Joyce qui l'introduit. Parce que Joyce nous donne la forme la plus extrême de ce que l'écrit n'est pas à lire, par son dernier ouvrage, son Finnegan's Wake, qui n'est pas à lire, enfin qui n'est pas à lire au sens de illisible, au sens du déchiffrage. C'est-à-dire d'un autre sens qui serait donné à l'écrit parce qu'il y manque le dire de la parole. Alors cette absence de sens autre dans le texte de Joyce, c'est ce qui embête les universitaires, c'est leur casse-tête, puisque les universitaires qui travaillent sur Joyce se vouent à y trouver un sens caché. Ce à quoi ils ne parviennent pas. Et c'était le vœu de Joyce, de fabriquer dans la postérité des universitaires qui chercheront le sens caché qui n'existe pas dans ses écrits. Alors revenons à la question de qu'est-ce que l'écrit dans la parole analysante et qu'est-ce qui s'écrit. La fonction de l'écrit est définie comme un autre mode du parlant dans le langage. L'écrit ne va pas sans la parole, et le dire. Le dire, c'est l'acte de dire, parce que pour qu'il y ait une parole, il faut qu'elle se dise. Cela nous renvoie à cette phrase de l'étourdi, toujours un peu énigmatique à première lecture ou à première écoute, qui dit « Qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend ». Ce qui s'entend, ce sont les signifiants. Ce qui se dit, c'est le signifié. Et le signifiant n'ayant pas de rapport avec son effet de signifier. Et puis, il y a l'acte de dire, qui fait qu'on parle ou qu'on ne parle pas, dont la modalité est existentielle. Alors, pour définir l'écrit aussi simplement que possible, disons que c'est un ravinement dans le signifié par l'effet du langage. Le ravinement est une trace où se lie un effet du langage parce que ce qui ne cesse pas d'insister dans les dits du patient, laisse une trace dans ce qui se dit. Donc ça, c'est pour définir l'écrit. C'est une trace, un ravinement dans les signifiés. Et alors, qu'est-ce qu'écrit cette trace ? Cette trace symptomatique, propre à chacun, est liée à l'incidence d'un dire. Ce qui s'écrit, ce sont les conditions de la jouissance, à savoir les éléments de la langue mis en usage par la parole et dans l'inconscient, qui parle sans sujet, l'inconscient, par le corps. Et c'est pour cette raison qu'il donne à l'inconscient, à cette époque, une nouvelle définition. Il va le définir comme le par-l'être. L'être, soit le corps, parle. Ça n'a pas une grande postérité, ça a des nouvelles définitions de l'inconscient, mais ça avait une cohérence. Et ce qui compte dans cette opération, dit-il, ce sont les résidus de la jouissance, les plus de jouir sous l'espèce de l'objet petit a. Lacan en tire une conséquence pour l'acte analytique. L'inconscient se lit, mais ce qui s'interprète, à savoir les modalités propres à chacun de sa jouissance, c'est le dire de la demande. Mais me demanderez-vous, où se loge-t-elle cette demande ? Eh bien, précisément dans le ravinement du signifié. Cette fonction de l'écrit, dont il nous dit qu'elle fait la voie du chemin de fer, dont le rail va de l'objet petit a en tant qu'il manque, et pousse au dire jusqu'au plus de jouir. Ce rail, précise-t-il, dont s'habite, voire s'abrite la demande à interpréter. Je ne développerai pas, peut-être un peu dans les discussions. Alors, 2 minutes. Je vais tenir le tempo. Alors, pour vous soulager un petit peu de ces propos un peu denses, je vais évoquer un cas clinique
de ma pratique qui m'a semblé pouvoir illustrer ces concepts qui sont un peu difficiles. Donc il s'agit d'un cas d'un enfant de 14 ans qui présente ce qu'on appelle un TOC, un trouble obsessionnel compulsif. Alors c'est un gentil garçon, très policé, très obsessionnel, dont les TOC ont débuté dès l'âge de 7 ans. Actuellement, son TOC principal, il ne peut s'empêcher de tout toucher avec son pouce, et en permanence. Il m'explique qu'il a le sentiment qu'il n'a rien dans son pouce, que son pouce est vide, comme mort, et quand il touche quelque chose, il le perçoit comme vivant. Et ça l'angoisse de sentir son pouce vide. À ce symptôme s'ajoutent des cauchemars, dont la thématique centrale est de tuer l'autre ou de se tuer lui-même pour ne pas tomber dans les mains de son agresseur. Bref, la mort est toujours au rendez-vous. Un jour, il me fait part d'un événement de corps qui l'a profondément marqué avant que n'apparaisse son TOC principal. C'était à la douane d'un aéroport américain où il a dû mettre son pouce sur un lecteur et là, stupéfaction, son image est apparue sur l'écran du douanier. Il en fut fasciné. Ainsi, s'est-il dit, on peut instantanément retrouver un criminel. Depuis, il a une passion pour les empreintes digitales. Quand je lui dis qu'il passe son temps à mettre son empreinte digitale partout, il acquiesce sans difficulté. À la suite de ce déchiffrage viennent des rêves de transfert. Dans certains, il est un super-héros qui doit sauver les gens. C'est son côté policé. Mais dans d'autres, c'est lui qui tue tout le monde, y compris les policiers qui le pourchassent et l'ont identifié par ses empreintes digitales. Et lorsque je lui demande pourquoi il doit mettre son empreinte digitale partout, il me répond que c'est pour qu'on le retrouve si jamais il venait être kidnappé. Peut-on arriver à formuler ce qui s'écrit chez cet enfant quand il parle avec son corps ? D'abord, on voit bien comment la coalescence de la jouissance du corps par le pouce avec cet élément de la langue, l'empreinte digitale, on peut le supposer que c'est cet élément particulier, opère chez lui. C'est ce qu'il réitère à chaque fois qu'il touche un objet avec son pouce, geste qui lui procure une sensation de vivant du corps. Mais la lecture de l'inconscient n'est pas suffisante. Il y faut en plus l'interprétation du dire de la demande qui recèle son plus de jouir. Il y a quelque chose chez lui d'un être retrouvé qui insiste. Certainement pas en raison d'un hypothétique kidnapping, mais parce qu'il est un petit meurtrier. Il y a un côté chez lui se faire prendre, mais pas sans un jeu de cache-cache avec la police, car ses empreintes qu'il identifie, qu'il dépose partout, qui peut bien savoir qu'elles sont partout, puisque lui-même l'ignorait jusqu'à peu. Donc, avec ce travail, on constate une amélioration symptomatique, mais elle est partielle. Certainement qu'il reste encore quelque chose de sa modalité propre de jouissance à interpréter. Je vous remercie.